Média. Média. Podcast. Média. Bienvenue dans Destination Afrique, votre rendez-vous avec les grands enjeux du continent. Aujourd'hui, cap sur une urgence silencieuse, le stress hydrique. Au Maroc, après 6 années de pénurie, l'agriculture vacille, les marchés s'adaptent et l'avenir s'interroge. Comment anticiper l'imprévisible? Quel choix stratégique pour l'Afrique face à la sécheresse, à la baisse des rendements, à la pression sur la sécurité alimentaire? Décryptage, solutions, innovation avec notre invité du jour, Kamal Aberkani, expert en agriculture. Bonjour et merci de nous servir de guide aujourd'hui. Bonjour, ça fait toujours plaisir de parler avec vous et parler avec Média. Alors, M. Aberkani, comment le stress hydrique actuel au Maroc affecte-t-il la production agricole et l'approvisionnement des marchés nationaux et internationaux? Alors, voilà, le sujet de stress hydrique, c'est un sujet d'actualité. On l'a vécu il y a quelques années. Et toujours, on est au mois de mai, de juin, juillet, lorsque l'évapotranspiration, il fait chaud, alors il y a un problème d'eau. Parce que lorsqu'on a des précipitations au mois de janvier, février, on dit OK, ça va, on va avoir des pluies. Donc il y a de plus en plus une pression sur, moi je vais parler de l'agriculture bien sûr, sur les réserves d'eau. C'est vrai que cette année on a eu des pluies, les résultats ils sont quand même assez prometteuses. Par rapport, par exemple, à l'an dernier, on a eu vraiment une sécheresse très sévère. Si on compare par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, je pense que la situation reste toujours alarmante en termes de réserve d'eau, en termes de, voilà, je parle aussi de nos sols agricoles qui sont de plus en plus secs, donc on n'est pas vraiment à la capacité au champ de nos sols agricoles par rapport à il y a une vingtaine d'années. Alors l'effet sur le marché national et international, comme vous savez que le Maroc est un des grands pays exportateurs des produits agricoles et de ce produit agricole, et en même temps avec le plan Maroc vert, l'objectif c'était vraiment d'avoir plus de production. On l'a vu en 2008, 2009, 2020, on avait vraiment une surproduction. L'effet, moi je peux dire que oui, l'effet peut-être c'est un effet direct de la sécheresse sur les rendements, sur les superficies. Il n'y a pas que la sécheresse, bien sûr, il y a d'autres effets aussi sur la hausse des prix des intrants agricoles due à la situation d'inflation économique internationale. Je pense que ça aussi, ça a affecté indirectement les prix. Mais quand même, il y a une bonne, je pense, stratégie agricole menée par le Maroc afin de stabiliser les prix au niveau national et aussi d'augmenter que le Maroc il soit présent au niveau du marché international, soit pour les fruits et les légumes, malgré ce drame de sécheresse qu'on est en train de vivre. Et après 6 années donc de pénurie d'eau, observe-t-on une évolution significative dans la planification agricole au Maroc? Oui, bien sûr, ça c'est une bonne question parce que normalement, avant 2020-2019, je pense que la stratégie agricole a beaucoup changé parce qu'on n'a pas le choix. Il y a certaines productions, par exemple, il y avait des interdictions de plusieurs productions dans quelques zones, comme on parle du pastèque, des productions, par exemple, qui consomment plus d'eau. Je pense que le Maroc maintenant, ou bien les institutions étatiques qui sont responsables de la planification agricole, ils seront de plus en plus vigilants. On a vu, par exemple, maintenant, avant n'importe quelle production, si on parle par exemple de la betterave à sucre, ou bien des autres productions qui sont de plus en plus organisées, je pense, avant de planter ou bien avant de semer, maintenant ils vont voir les réserves d'eau dans les barrages et après ils vont décider le nombre de superficies qu'ils vont donner aux producteurs. Parce que comme je dis, ici il ne s'agit pas d'irriguer pendant 2 mois ou 3 mois, il faut irriguer tout le cycle, c'est très important. Je pense qu'il y a un changement dans les stratégies de l'État. Comme je disais, il y a une planification de donner l'eau. Il y a des endroits au Maroc, il n'y a plus de production parce qu'il n'y a pas d'eau.
même si on a eu des pluies dans des zones comme le nord-est, le nord-ouest du Maroc, on a eu des pluies, le taux de barrage a augmenté, mais il y a des endroits au Maroc comme Omrabé, voilà, le barrage de Omrabé, on est toujours à 6%, à 7% selon les sources. Donc il y a des endroits où vraiment que l'État il a replanifié son système voilà, de plantation. Mmh. Et quels axes stratégiques doivent être revus pour anticiper durablement les cycles imprévisibles de sécheresse? Alors, la sécheresse, c'est une question, voilà, qu'on ne peut pas contrôler, bien sûr, parce qu'on ne connaît pas, voilà, quand est-ce qu'on va avoir des pluies, combien, quels sont, où on a les coupures, parce que normalement, on a vu quand même des pluies au mois de septembre, au mois d'octobre, dans des zones du Maroc où on n'avait pas beaucoup de précipitations, comme dans la région de Rachidia et tout ça. Mais même si les producteurs, ils ont commencé à semer, à planter, il y avait ces coupures-là de sécheresse, ces coupures d'irrigation, c'est-à-dire, OK, le premier mois, deuxième mois, c'est bien, on a des ressources hydriques, mais après, il y a une coupure, donc il n'y a pas d'eau. Donc comme ça, on va couper notre cycle de production. Alors, je pense pour prévoir ça, il va falloir peut-être, surtout du côté scientifique, hein, faire un genre de modeling de data, parce que normalement, sur les 6 ans, on a eu des sécheresses. Il y a des endroits où on a plus de pluie, on a des régions où on n'a pas de pluie. Alors, je pense maintenant, il faut se baser sur l'historique des précipitations, sur les calculs pour voilà, dire, OK, au nord-ouest du Maroc, on a plus de pluie dans la région de Lekous et tout ça, donc on va peut-être concentrer nos plantations ou bien nos productions dans ces zones-là parce qu'on a plus de pluie. Alors peut-être pour semer disons, des céréales, je pense c'est pas une bonne idée de semer au mois de novembre parce qu'on a de la sécheresse quand même. Peut-être il faut s'accentuer, ça c'est un autre sujet, sur des variétés qui sont avec des cycles qui sont plus adaptés, qui sont plus, comment je peux dire, avec un cycle court, qui vont bénéficier vraiment des eaux de pluie. Alors, est-ce que, voilà, lorsqu'on parle des plantations de l'olivier ou bien des plantations des arbres fruitières, est-ce qu'on a l'intérêt de planter dans des endroits où on a 200 millimètres? Non. Je pense maintenant avec l'utilisation du digital, avec de l'homosensing, de la télédétection, peut-être ça peut aider aussi à gérer notre système de plantation et de campagne agricole marocaine. Mmh. Vous venez de le dire, de campagne agricole marocaine, mais aussi africaine, de manière générale. Aujourd'hui, d'abord, à l'échelle continentale, quels sont les grands défis liés au stress hydrique et à leur impact sur la sécurité alimentaire? Alors oui, l'Afrique, le Maroc, tout est connecté, bien sûr. Là, on est en train de parler deux termes, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, et aussi on parle de la collaboration entre ces pays-là. Par exemple, le Maroc, il peut produire un produit A et un autre pays africain, il peut produire un produit B parce que les conditions sont favorables. Donc là, on est en train de parler de la collaboration agricole marocaine. Je pense que en termes pour le Maroc, comme vous savez, on est très affecté par la sécheresse. Ça, c'est un des résultats du changement climatique. Mais dans d'autres pays, à ma connaissance, les pays africains tropicaux, ils sont affectés plus par les inondations, par les intempéries. Et ça affecte aussi le cycle de production. En Afrique, il y a des endroits où ils sont plus affectés par la sécheresse, mais il y a d'autres endroits où ils sont affectés plus par les inondations. Mais grosso modo, moi je peux dire que la production, selon les sources dans la littérature, l'agriculture africaine a été bouleversée par ces changements climatiques. Comme dans le cas du Maroc, je pense qu'il y a des stratégies aussi de souveraineté alimentaire dans les pays africains afin de planifier leur production et afin de voir qu'est-ce qu'il faut exporter, qu'est-ce qu'il faut importer, quels sont les produits qui sont à grand intérêt de garder au niveau national, quels sont les produits à importer. Je pense que ce changement climatique a vraiment, moi je peux dire, a changé, pas bouleversé, parce que bouleversé quand même c'est un mot un peu dur à le dire, mais ça a changé l'équilibre de production et de la mise en marché des produits agricoles, soit au niveau africain ou bien au niveau de l'export au marché international. Et quelles solutions concrètes recommanderiez-vous pour adapter l'agriculture africaine au stress hydrique et aux événements climatiques extrêmes?
Alors oui, les solutions, voilà, moi je peux dire que maintenant, dans un contexte global, je pense mené par les Nations Unies ou bien par la FAO, c'est vraiment d'avoir une politique, pas qu'une politique nationale, mais une politique continentale, une politique internationale. Je pense que les pays africains devraient s'aligner dans le même sens de production. C'est-à-dire, si moi j'ai les conditions de produire une culture A et l'autre pays n'a pas les moyens ou bien les conditions climatiques pour produire une culture A, et il a le droit pour faire une culture B. Alors je pense qu'ils peuvent échanger. Et ça, c'est très important. Je parle, par exemple, dans le cadre du Maroc, par exemple, où, voilà, le Maroc, c'est vrai, il y avait une chute de production céréalière parce que la majorité de production céréalière, ils ne sont pas irrigués. C'est des zones non pluviales. Je veux dire, ils n'utilisent pas les systèmes d'irrigation goutte à goutte ou bien localisés. Alors, le Maroc, je pense qu'il a un intérêt d'importer les céréales de l'extérieur. Mais en même temps, il peut, par exemple, envoyer des tomates ou bien des productions maraîchères. Alors, c'est le même système avec l'Afrique. Je pense qu'il y a des endroits où on a plus de ressources pour produire des productions qui ne sont pas au Maroc, mais qui peuvent être importées et exportées. Voilà, c'est ça Moi, je pense qu'il va falloir avoir une réflexion, pas que nationale, mais une réflexion continentale. Une réflexion continentale, bien évidemment, et pour bien évidemment cerner cette question qui touche non seulement le Royaume du Maroc, mais l'Afrique et le monde entier, nous allons suivre cet élément avant de revenir avec notre invité Kamala Berkani pour parler toujours de cette question de stress hydrique, d'agriculture, mais également d'économie en Afrique. Le Maroc fait face à un stress hydrique d'une ampleur inédite, affectant lourdement sa production agricole. Moins d'eau, moins de récoltes, dont plus de tensions sur les marchés, au niveau national comme international. Après 6 années de pénurie, la question est simple. A-t-on vraiment repensé notre modèle agricole ? Face à des sécheresses de plus en plus fréquentes, il devient urgent de revoir nos stratégies. Et ce n'est pas qu'un enjeu marocain, c'est tout le continent africain qui est concerné. Sécurité alimentaire, dépendance aux importations, volatilité des prix, les défis sont nombreux. Mais des solutions existent entre agriculture résiliente, financement vert, innovation technologique comme l'irrigation intelligente ou les semences résistantes. Reste une question cruciale, peut-on encore rêver de souveraineté alimentaire dans un continent où l'eau devient un luxe ? De retour avec notre invité, bien évidemment. Alors, M. Berkani, comment les États africains peuvent-ils financer une transition vers une agriculture plus résistante à la sécheresse ? Alors, ça c'est important, le financement agricole, parce que comme je disais, il y a la Banque africaine, il y a la Banque mondiale, la Banque européenne. Il y a des bailleurs de fonds qui sont en train de financer les autres pays. Pourquoi ? Parce que vous savez que l'Afrique, c'est un des exportateurs de fruits et légumes dans le monde, soit en Europe, soit en Amérique ou en Asie. Alors, je pense que les bailleurs de fonds, ils ont un intérêt de financer, d'investir en Afrique. Et même au niveau d'investissement local, lorsqu'on parle à chaque pays, je pense qu'il va mettre une somme d'argent afin de renforcer le système de production. Là, je vais revenir bien sûr au Maroc. On a vu, après le discours de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en 2021, en octobre, lorsqu'il a parlé de tout ce qui est processus afin de renforcer la sécurité alimentaire, parce qu'il y a des années de sécheresse. Alors là, on a vu durant les 3-4 dernières années un grand financement pour renforcer les systèmes d'irrigation. On parle par exemple des projets où on a irrigué avec de l'aspersion. Et à un moment donné, il y avait une reconversion pour le goutte à goutte. Ça peut économiser 70% d'eau. On a vu par exemple dans la région de Omrvé, donc il n'y a pas d'eau, donc il y a une reconnexion entre les bassins versants. Donc tout ça, c'est un grand financement qui prend beaucoup de temps et je pense que dans la même chose pour les pays africains, il y a quand même une mobilisation de fonds afin de renforcer les systèmes d'équipement pour l'irrigation. Et en même temps, il y a des financements agricoles pour des producteurs dans des zones qui sont quand même assez difficiles à produire. On parle de l'agriculture solidaire, de l'agriculture durable. Vous voyez, il y a un financement afin que ces producteurs ils restent en production.
Je pense parce que normalement, lorsqu'on a une crise de sécheresse ou une crise de financement, donc le producteur, il n'a pas le choix. Peut-être il va penser à l'immigration dans les villes ou bien dans les autres pays, donc il va changer de métier. Donc je pense qu'il y a un financement aussi pour la communauté agricole par les formations, par les appuis pour les semences, comme on l'a vu déjà au Maroc. Il y a beaucoup de financement qui a été mené par l'État pour subventionner les engrais, les prix d'engrais et les prix aussi de semences. Et ça, je pense que ça demande beaucoup d'argent. Et je vais peut-être aller un petit peu plus loin Allez-y. pour le financement de la recherche scientifique, parce que moi, je suis un chercheur et on travaille avec des partenaires européens et nord-américains sur des projets bilatéraux. On parle du projet Horizon Europe, Prima, du projet Nord-Sud. Maintenant, il y a un grand intérêt qui est destiné pour l'Afrique pour des programmes de recherche dans la gestion d'eau, dans le water management. Et on parle ici aussi de ce qui est financement des petits projets de digital, et de start-up et comment on peut faire un transfert technologique de l'Europe vers l'Afrique. Et ça, c'est très important, le Mhm. financement des projets R&D, recherche et développement et de transfert technologique. Mhm. Et aujourd'hui aussi, par rapport à cette dynamique, quels sont les effets potentiels d'une baisse de productivité agricole sur les exportations africaines et sur le commerce intra-africain? Alors, je pense lorsqu'on va avoir une baisse de production au niveau local, si j'ai bien compris la question, Tout à fait. les pays, je pense, ils vont pas exporter. On l'a vécu au Maroc. Je vais juste donner un exemple parce que je viens du Maroc. Alors, question de tomates, on a exporté des tomates pour partout dans le monde, mais à un moment donné, on avait des hausses de prix de tomates au niveau national. Alors, qu'est-ce que l'État il a décidé d'arrêter les exportations et assurer vraiment le marché local et peut-être aller chercher aussi d'autres sources pour les importations. Parce que je pense que dans le cas de n'importe quel pays, même les pays africains, je pense que c'est très important d'assurer le marché local, de se concentrer sur le marché local et stabiliser les prix. Et après, ils vont partir pour l'export. Donc, je pense que maintenant, à ma connaissance, et selon la littérature, les pays, ils sont de plus en plus vigilants. Ils ne vont pas signer les contrats d'exportation sur des productions qui sont touchées par la sécheresse. Parce que si on produit moins et que le produit, on a besoin de ce produit-là au niveau national, alors pourquoi il faut l'exporter? Parce qu'à un moment donné, les prix ils vont augmenter. Donc on va exporter des produits qui ont une grande valeur ajoutée, qui ont un impact socio-économique. Parce que des fois, les citoyens, ils pensent que le fait d'exporter, parce qu'on exporte de l'eau, moi je ne suis pas d'accord. Parce que normalement, lorsqu'on va produire de l'avocat, il y a un produit qui va consommer de l'eau. Donc il y a un impact socio-économique sur la communauté locale. On parle du producteur, voilà, de la main-d'œuvre, et il y a toute une dynamique économique, même si on exporte le produit en Europe, mais il a un impact socio-économique national. Mmh. Un impact socio-économique national, toujours également dans cette vision de l'Afrique sur cette question. Justement, la décarbonation de l'agriculture peut-elle aussi être compatible avec les réalités économiques et climatiques africaines? Et oui, le problème, ce sujet-là de la décarbonation, c'est très très important parce que c'est un nouveau concept pour, surtout moi je parle des petits moyens producteurs. Maintenant, la décarbonation, comme vous savez, c'est vraiment l'agriculture et un domaine qui émet des carbones comme l'industrie. Hein, il n'y a pas que l'industrie. Mais si on utilise des bonnes pratiques agricoles avec zéro labour, ou bien on fait de reboisement, ou bien avoir une bonne planification agricole pour emprisonner le CO2, on peut gagner des crédits carbone. Et comme vous savez maintenant, je pense qu'il y a une grande pression internationale pour baisser les gaz à effet de serre. Maintenant, le carbone, ils peuvent être achetés. Ça peut s'acheter, hein, parce que normalement, si on a un pays qui émet plus voilà, de carbone comme les pays industrialisés, donc à un moment donné, ils sont obligés d'acheter des crédits carbone des autres pays. Et même à l'intérieur d'un pays où un producteur il n'utilise pas les bonnes pratiques agricoles, il va mettre plus de CO2. Donc à ce moment-là, il va avoir des taxes parce qu'il émet plus de CO2. Par contre, si un producteur il utilise des bonnes pratiques comme le semi-direct de céréales, etc., il y a plusieurs pratiques agricoles. On peut éliminer, on peut emprisonner le carbone dans le sol, donc on peut gagner des crédits carbone. Dans le cas du Maroc, je pense que le concept il est nouveau.
À ma connaissance, je pense qu'il y a un engagement à partir de 2026 où vraiment, peut-être la législation, à ma connaissance, il va changer et que les producteurs ils sont obligés à suivre ce modèle de carbone. Parce qu'il faut savoir que le carbone, ça s'achète. C'est comme on est en train de vendre des raisins, mais on est en train de vendre des agrumes, on peut vendre le carbone aussi. Et très rapidement, M. Aberkani, la souveraineté alimentaire est-elle encore atteignable pour les pays africains dans un contexte de rareté croissante de l'eau? Oui, je pense que la souveraineté alimentaire, c'est que chaque pays, comme je disais, il a le droit de décider sa politique interne pour la production. Mais je pense que dans les accords intra-africains, les accords avec les autres pays des autres continents, on a de sécheresse, donc automatiquement on a une baisse de production, une baisse de superficie. Alors je pense qu'il y a une solidarité entre les pays. Dans les accords d'échange internationaux, si un pays n'arrive pas à atteindre telle production qui est importante, donc je pense que l'autre pays il s'engage à l'aider. Parce que maintenant, je pense qu'il n'est plus une politique au niveau national, ça reste une politique au niveau international. Si je réponds bien à la question, est-ce que ça touche la souveraineté alimentaire? Oui, bien sûr, ça touche la sécurité alimentaire et ça touche même la politique. Comment on peut gérer cette souveraineté alimentaire? Comment gérer cette souveraineté alimentaire? Comment gérer les réalités auxquelles sont confrontés le continent et les pays du continent africain, le Maroc en ligne de mire, mais aussi pour une production agricole qui puisse répondre aux enjeux économiques, culturels, mais surtout écologiques du moment. Merci encore à vous, Monsieur Kamal Aberkani, pour ces éclairages et aussi pour ce tour d'horizon des réalités agricoles, climatiques aujourd'hui en Afrique et aussi pour le Maroc. Merci à vous. Bonne journée. Merci également à vous, chers amis, pour la fidélité dans votre émission Destination Afrique. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro vers d'autres destinations dans l'intérêt du continent africain. Au plaisir.